Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le phénomène Haraga a pris une ampleur qui frise la démesure ces 2 dernières années. Cette tendance ne touche plus les jeunes Algériens, désœuvrés, mais toutes les strates de la société allant de la classe moyenne, bien formée, des entières avec enfants, des fonctionnaires et des cadres relativement bien installés socialement et économiquement. Ce phénomène acte l'impéritie des gouvernants incapables de répondre aux besoins vitaux de ses citoyens en termes de liberté, d'épanouissement et de respect des droits humains. À quoi répond cette tendance lourde des citoyens algériens à vouloir quitter leur pays pour tenter d'aller vers des ailleurs où ils espèrent vivre dans la dignité, dans un environnement sain, respectueux des libertés, où l'état de droit consacre leur statut d'être humain. Faut-il le rappeler, quant au moment où le Hirak avait atteint son apogée, le phénomène Haraga avait décliné de manière significative, car les conditions du changement étaient réunies pour espérer des lendemains meilleurs. Ce phénomène est parti pour s'inscrire dans la durée tant que la situation politique restera en l'état, avec un statu quo mortifère qui, à terme, mettra en péril la cohésion nationale. Rappelons-nous, entre février et mars 2022, les autorités algériennes ont construit plusieurs murs en béton le long du littoral oranais pour prévenir la Harga. L'installation de ces murs en béton sur une partie de la corniche oranaise a profondément choqué les Algériens. Nous sommes au cœur de la haine, la matrice de la laideur et du mépris de tout, de l'humain, du beau, du paysage, de l'écologie, de l'environnement, de l'histoire et du bon sens, où tout s'entremêle. La politique du régime, son illégitimité, sa nature autoritaire ont fini par décourager l'ensemble du peuple algérien. Au moment où les chefs militaires accompagnent la réélection du président pour un nouveau renouvellement du bail d'El Mouradia sur la base d'un bilan catastrophique, car ils ne peuvent pas faire autrement, d'autant qu'ils sont au mieux co-responsables, au pire, seuls responsables de la situation catastrophique que vit le pays, avec en prime l'hypocrisie et le manque de courage d'assumer l'échec de 5 années de gabégie, où les questions fondamentales restent non résolues à ce jour. La question nationale, la question démocratique, la crise de légitimité, la crise des institutions. Ce n'est pas le show d'un goût douteux lors de cette campagne indigne qui réglera les problèmes du pays, qui reste un chantier immense qui s'impose aux patriotes algériens. Comment juguler cette saignée? La réponse la plus adéquate est d'écouter la société, ses douleurs, ses souffrances, ses espérances et mobiliser les énergies pour avancer vers une Algérie meilleure. Nous débattrons avec nos invités du phénomène de la Harga qui a explosé pendant la campagne électorale et pourquoi les Algériens fuient-ils leur pays, juste après cette petite intro. Présidentielle en Algérie, les Haraga actent l'échec politique de Tebboune. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque soir, mon ami Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique. Il est avec nous sur le plateau. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamal. Merci Nasser encore une fois de me permettre d'être avec vous, à vos côtés, pour cette couverture de l'élection présidentielle algérienne. Merci. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis l'Espagne, exactement depuis Santander, M. Pedro Canales, qui est journaliste, spécialiste du Maghreb. Il est avec nous.
via Skype depuis Santander. Pedro Canales, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et bonsoir et merci de m'avoir invité. Et je profite pour saluer mon vieil ami Vincenus. Merci Pedro, merci. J'étais en train de parler de toi justement, Nasser. Je suis très content d'être avec toi. Merci. De même. Voilà, Djemeldine, juste avant cette émission, m'a dit qu'il était très content de partager cette émission avec vous, Pedro Canales. On va revenir bien sûr sur cette question qu'on pose ce soir, c'est donc cette explosion de la harga en Algérie ou des harragas. Pourquoi? Alors qu'il s'agit d'une campagne électorale, il s'agit donc d'un événement politique majeur en Algérie, mais malheureusement on est en train de voir des centaines et même des milliers de jeunes Algériens qui rêvent d'une chose, c'est de traverser la Méditerranée. Et bien sûr, le pays le plus exposé par rapport à ce phénomène, c'est l'Espagne. C'est pour ça qu'on a avec nous donc Pedro Canales. Pedro Canales, d'abord j'aimerais avoir votre analyse par rapport à la situation politique en Algérie. Comment cette élection est aperçue, par exemple, en Espagne, en Europe, mais surtout en Espagne, là où vous vivez. Et je sais que les autorités espagnoles examinent de très près ce qui se passe en Algérie et surtout, donc, cette élection présidentielle. Pedro Canales. Et oui, en effet, la situation politique en Algérie, et en particulier avec ces élections présidentielles, préoccupe largement, non seulement en Europe, mais en particulier en Espagne. Préoccupe pour une raison fondamentale, et qui est que l'Algérie est un fournisseur stratégique de ressources énergétiques pour l'Europe. Et pour le moment, l'Europe ne peut pas s'en passer d'acheter ces ressources. En particulier l'Espagne, dont l'Algérie occupe à peu près 30% de la fourniture du gaz nécessaire pour le développement espagnol. Donc, il y a une préoccupation parce que la situation politique est assez instable. Et le fait qu'il y ait chaque fois plus de dirigeants militaires qui occupent des postes civils, et même avec des postes stratégiques, et ça préoccupe l'Espagne, qui voit une dérive autoritaire et militarisée et un peu dangereuse. Et là, vous parlez bien sûr de ce décret présidentiel qui a été signé le mois de juin dernier, donc qui autorise des militaires haut gradés d'accès donc à des responsabilités des sociétés civiles. C'est ce que vous êtes en train de dire, et ça, pour vous, est inquiétant pour les pays européens. Et oui, en effet, c'est inquiétant parce que les problèmes économiques et financiers de développement industriel, énergétique, ils doivent être traités entre des professionnels, entre spécialistes. On ne peut, les négociations sur les gaz, sur le pétrole, sur les prix des matières premières, et ne peut pas les faire les militaires. C'est pas son rôle, c'est pas sa préparation et c'est pas sa fonction. Quand le régime algérien estime qu'il faut mettre des militaires dans certains postes auxquels, pour le moment, ils sont limités, mais le principe a été adopté, et cela peut conduire à une situation un peu tendue du côté des négociateurs européens. Très bien. Restez avec nous, Pedro Canales. On va revenir vers vous, bien sûr, sur
cette question, surtout des haragas qui explosent, aussi, comme on s'est aperçu aussi du côté de l'Espagne. Jamaldine Benchenou, vous avez entendu votre ami donc, Pedro Canales, il y a une inquiétude par rapport à l'instabilité que vit notre pays en termes bien sûr politiques. Il a rappelé, Pedro Canales, donc ce décret qui a été signé dernièrement, juste avant les élections ou le début de la campagne électorale, qui donne donc aux militaires gradés la responsabilité des postes clés comme donc des sociétés civiles. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement par rapport à ce qui a été dit? Pedro a tout à fait raison, parce que pourquoi militariser alors que si aujourd'hui il y a une pagaille dans tous les secteurs, c'est parce que ce sont ceux qui dirigent ce pays qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Qui dirige dans ce pays? Ce sont les militaires. C'est la junte qui a la haute main, qui a toujours eu la haute main sur tout ce qui se passe dans ce pays, qui a un pouvoir de décision absolument exorbitant. Rappelez-vous, du temps du DRS par exemple, du temps de Bouteflika et bien avant, personne ne pouvait être nommé par décret s'il n'avait pas l'accord du DRS, la fameuse fiche bleue. Personne. Tous ceux qui sont nommés par décret doivent être bénis, validés par le DRS. Donc, rappelez-vous que les services de sécurité algériens sont exclusivement composés de militaires. Tous les services secrets algériens, services spéciaux, les contre-espionnage, sécurité intérieure, sécurité de l'armée, toutes les directions des services secrets sont composées exclusivement de militaires, contrairement à tous les pays du monde, où les services secrets, normalement, relèvent de la République, du pouvoir exécutif. Ceci étant dit, je veux rappeler un exemple. Le premier qui a été nommé, avant même le décret d'ailleurs, avant même la prise de ce décret, a été un général de la marine, je crois, qui a été nommé directeur général d'Algérie Ferries, la marine marchande, les bateaux de transport des voyageurs. Eh bien, pour vous dire qu'ils ne sont pas plus compétents que les autres, peut-être même pire que les autres, c'est que depuis que ce général est à la tête d'Algérie Ferries, c'est tout autant la même bérésina. Que des catastrophes. Les touristes algériens qui sont rendus en Algérie cet été en savent quelque chose. Ils ont vécu l'enfer. Et le mot est faible. Mais bon, je m'arrête là et j'attends que vous lanciez le sujet des haragas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Absolument. On va regarder juste ce titre, Jamaldine Benchenouf, et j'aimerais juste après avoir votre avis par rapport à ça. Donc, Jeune Afrique, pendant la campagne présidentielle en Algérie, la haraga prospère. Donc, c'est la une de Jeune Afrique. Je pense qu'on a aussi le journal Le Devoir, si c'est possible. La présidentielle algérienne rejetée par une partie de la diaspora. Donc ça, c'est une partie des journaux internationaux qui font un peu leur lecture par rapport à la situation politique et par rapport aussi à la situation, à cette élection présidentielle. L'Union, le journal L'Union, qu'on peut voir en Algérie, une présidentielle jouée d'avance. Donc très clair. Titre. Mediapart, si c'est possible, nos amis de la régie. Mediapart. Alors, le titre, il n'y a pas d'exercice réel de la citoyenneté en Algérie. Ça, c'est le titre de Mediapart. L'Orient du jour, en Algérie, une campagne présidentielle privée de débat. Jamaldine Benchenou, si vous voulez un petit commentaire par rapport à ces titres. À la décharge de M. Tebboune. À sa décharge, pour une fois. Je veux dire quelque chose qui ne l'accable pas. Ce n'est pas la première fois. L'Algérie, les élections présidentielles en Algérie, législatives, les référendums, comme celui le dernier de la Constitution, se sont toujours distingués par la fraude électorale et le bourrage des urnes.
C'est une vérité de Mais qu'est-ce qui a polichinelle. distingué cette campagne électorale, cette dernière campagne électorale, pour peut-être beaucoup d'observateurs, Jamal Din Ben Chenouf, et peut-être, vous l'avez dit ces derniers jours, c'est cette aussi recrudescence de la répression. Oui. On n'a jamais vu ça pendant une campagne électorale. Ah oui. C'est parce que M. Tebboune, d'abord, il est en panique, parce qu'il a très peur d'un remake du fameux boycott de 2019. Je rappelle pour ceux d'entre vos téléspectateurs qui ne le savent pas, que le chiffre qui avait été donné, qui est déjà très faible, hein, à peu près 40%, ou un peu plus, ou un peu moins, 38 et quelques. En fait, le vrai chiffre de 2019, de sources très 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 crédibles, était d'environ 15%. Il était d'environ 15%. Ils ont réussi très difficilement, parce qu'ils ne s'entendaient pas très bien à l'époque, mais comme il y avait la poigne de Gaïd Saleh à l'époque, ils ont fait passer ça à la hussarde, et donc ils ont gonflé jusqu'à 38 et quelques pourcents. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un chiffre un peu plus fort, parce que même 40% c'est trop faible. Ça décrédibilise à l'avance le mandat de l'élu entre guillemets bien sûr. Donc ils ont besoin entre 65 et 75% à peu près de chiffres. De pourcentage. De participation. De participation. Et c'est pour ça qu'ils développent des montagnes de combinaisons en tout genre. En Kabylie, par exemple, ils ont clôturé la Kabylie. Ils ont mis des gens comme, par exemple, le patron de la JSK, ex-ministre, entre autres, hein, Ould El Hadi. Ould Ali, je ne sais pas comment il s'appelle, et avec d'autres, ils ont mis à leur disposition un crédit illimité pour acheter les gens. Et ils se sont approchés de personnalités, c'est-à-dire pour eux, la Kabylie, plus que les autres régions, est une priorité. Pour pouvoir dire cette fois-ci, regardez, cette fois-ci, la Kabylie a voté. Et aussi l'annonce de Ahmed Tebboune, de sa participation donc, ou de sa candidature, était juste après la visite à Tizi Ouzou. Oui, et quelle visite, hein, c'est une visite très, très sécurisée, très encadrée. Vous savez, moi je vais vous donner un très bon exemple qui vient d'Odouarn. Que beaucoup de gens pensent que les Oranais sont un peu tièdes. Ils ont été obligés, les services de la présidence et de la campagne électorale de monsieur. Rappelons que le directeur de campagne est le ministre de l'Intérieur, qui a été détaché. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des élections. Alors, à Oran, qui est la deuxième ville d'Algérie, et dont on nous dit qu'elle est largement acquise à Tebboune. Si c'était le cas, il aurait pu remplir 3 ou 4 stades, tous les stades d'Oran, même les stades de quartier. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour remplir une petite salle, ils ont été obligés d'utiliser plus de 200 bus pour ratisser jusqu'au sud-ouest. Pour aller ramener, ils sont allés dans les villages, là où les gens sont malheureux, là où les gens sont dans la misère, et ils ont réussi à remplir cette salle. À Oran, vous imaginez, la deuxième ville, un meeting du président, vous êtes obligé d'aller chercher les gens un peu partout. C'est dire, hein, c'est... Très très bien. Restez avec nous, Jamal Din Ben Chenouf. Pedro Canales, bien sûr, la question qu'on se pose ce soir, c'est cette recrudescence de la harga, donc des Algériens qui fuient leur pays. Et la destination, bien sûr, c'est l'Espagne, l'Europe. Est-ce que ce phénomène inquiète l'Espagne, Pedro Canales? Et le timing, pourquoi maintenant? Pourquoi donc cette explosion des haragas, des jeunes Algériens, pas que des jeunes, des familles avec des bébés? On va regarder ces vidéos et je vais revenir à vous donc pour vous donner la parole par rapport à ces questions. On va regarder donc à Oran. Ou des Oranais, des Algériens qui scandent le nom de Francisco. Francisco, c'est Francisco José Clemente Martin et un des responsables du Centre international d'identification des migrants disparus. Donc à
Almeria, Murcia, Alicante aussi. Pedro Canales, on regarde ces vidéos et je reviens à vous juste après. Gracias, Francisco. C'est comme ça. Francisco, gracias, Francisco. Gracias Francisco. On est en train d'écouter donc ces jeunes Algériens à Oran. On va voir cette vidéo qui a été aussi postée par, comme je l'ai dit, Francisco José Clemente Martin. On regarde donc ces haragas en famille des Algériens. Voilà. On est en train de voir donc des familles avec des enfants à bas âge. Ces jeunes. Très bien. On va donner la parole à Pedro Canales. Pedro Canales, votre réaction par rapport à ces images, bien sûr, il y a des centaines d'Algériens qui ont quitté les côtes algériennes, direction l'Espagne. Votre réaction par rapport à ce phénomène? Je crois que l'arrivée en Espagne dernièrement, il y a des haragas, il y a une augmentation sensible du nombre. Et pour le moment, je dis, ce n'est pas aussi nombreux que les immigrants qui essayent d'arriver en Espagne, d'atteindre l'Espagne par les îles Canaries. Et selon les statistiques qui fournissent le ministère de l'Intérieur espagnol et les autorités qui s'en chargent, de l'Afrique vers les Canaries, du Mauritanie, Sénégal, Gambie, Centrafrique, enfin l'Afrique occidentale, ils sont arrivés pendant la première moitié de cette année à peu près 25 000 personnes. Alors que les Algériens, dans cette même période, on les situe un peu moins de 2000. Et ce qui est vrai, c'est que la route directe, ce qu'on appelle la route algérienne, directe entre l'Algérie et l'Espagne, ou bien aux îles Baléares, ou bien directement à la côte méditerranéenne espagnole, a augmenté par rapport à la route marocaine qui traverse la mer d'Alborán directement vers l'Espagne ou bien par Ceuta et Melilla. Et pourquoi? Parce que les autorités marocaines ont fait ils ont une attitude beaucoup plus dialogante et plus de coopération avec l'Espagne pour des raisons politiques. Des raisons politiques que tous on connaît, c'est le changement de position du gouvernement espagnol par rapport à la question du Sahara occidental. Mais aussi, il y a un autre facteur que je crois qui est important pour mesurer cette augmentation des Algériens, des Haragas qui arrivent à l'Espagne, et c'est que les deux autres voies de la Méditerranée, c'est-à-dire la voie centrale qui arrive en Italie et la voie orientale de ceux qui arrivent en Grèce, est utilisée avant par certains, par des dizaines
ou peut-être une centaine d'Algériens. Maintenant, ils ont beaucoup de difficultés. Et l'Italie... La question, Pedro Si. Canales, désolé, je vous ai coupé la parole. La question qui se pose, on peut comprendre des migrants qui viennent des pays en difficulté, des pays qui vivent des guerres et qui essayent donc de rejoindre les pays européens. La question qui se pose, c'est comment se expliquer qu'il y a des jeunes Algériens qui quittent par milliers leur pays. L'Algérie n'est pas en guerre, l'Algérie c'est un pays très très riche en termes de ressources. C'est presque je pense, le 7e ou le 8e exportateur de gaz dans le monde. Il exporte aussi les hydrocarbures pétrole. Comment expliquer ça? Comment les autorités espagnoles ou les Européens voient cette question? C'est le désarroi humain. Les difficultés qu'ont les jeunes Algériens et les jeunes et les moins jeunes, c'est trouver un espace de vie. Ils trouvaient une motivation, un futur. Ils ne voient pas un futur dans les pays tel qu'il est organisé, manipulé et dirigé actuellement. Ils ne le voient pas actuellement, ils ne le voient pas dans un futur proche et même lointain. Ils ont comme objectif arriver en Europe. Et auparavant, l'Espagne était un point de passage. Maintenant, l'Espagne, c'est aussi un objectif parce qu'il y a une communauté algérienne déjà assez importante et qu'il se communique avec les jeunes en Algérie et il leur montre les possibilités importantes qui ont pour trouver du travail, du logement, etc. Et surtout l'accueil qui ont les autorités et la population. Et dernièrement, le président espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré en Mauritanie que l'Espagne aurait besoin, dans les prochaines dizaines d'années, de 250 000 à 300 000 immigrants pour soutenir l'économie espagnole. Et ça a été interprété comme un appel aux jeunes à venir en Algérie et à venir en Espagne. Et ils sont bien reçus, les populations. En préparant cette émission, Pedro Canales, on a essayé de comprendre est-ce que la route, par exemple, qui mène en Italie, est-ce qu'il y a autant de migrants? Est-ce qu'il y a autant de haraga, des jeunes qui quittent donc leur pays? Ce qu'on a eu comme information, cette route est vraiment bloquée. Il n'y a pas de passage de haraga en Italie. Alors qu'en Espagne, on est en train de vivre, donc ces jours, pendant la campagne électorale, des centaines des Algériens qui donc traversent la Méditerranée pour arriver en Espagne. Est-ce que pour vous, cette situation dénote, si on peut dire, de l'utilisation du fléau de haraga contre l'Espagne et sa position politique? Oui, mais pas. Je crois que ça, c'est pas le problème essentiel. C'est vrai qu'il y a une utilisation puisque les autorités concernées, soit de la gendarmerie, de la douane, et les autorités civiles, ferment les yeux devant cette vague d'immigrants qui veulent venir en Espagne. En plus, il y a plusieurs voies pour l'immigration, pour les haragas, ou bien directement aux Baléares, et c'est de l'ouest algérien, d'Oran et Mostaganem, qui vont à Murcie, et c'est du centre Alger, Boumerdès, qui vont à Alicante, et c'est des autres régions du pays, et Chlef, par exemple, qui vont aussi dans la côte méditerranéenne. Donc il y a plusieurs voies qui sont amplement contrôlées par les mafias, et ces mafias, ils ont une acquaintance avec les autorités. Sinon, ça ne se comprend pas qu'on puisse détecter la moindre incursion soi-disant des agents étrangers
et dans le pays et on soit incapable à contrôler des plages où il y a des centaines de haragas en attendant l'embarcation de fortune. Très bien. On va rester avec nous, Pedro Canales. Djamaldine Benchenouf, d'abord on a montré ces vidéos, mais peut-être on a une autre vidéo, peut-être qu'elle est en darja, en algérien, donc en arabe, et je vais essayer de traduire ça à notre ami Pedro Canales. On regarde cette vidéo et je reviens à vous, Djamaldine Benchenouf. في 48 ساعة خرجت 48 بين بابور وكنقولوا شالوتي ومتو فيهم 506 بنادم كما نقولوا هاملك بالترتيب هذا مع حساب الإحصائيات تاع لامارين تاع اسبانيا في 48 ساعة. قال البابور الأول فيه 17 كاع جزائريين هذوما 506 كاع جزائريين. البابور الثاني فيه 3. البابور الثالث فيه 30 شخص 30 عبد مجموعين في 2 بوابر جايين من مستغانم. البابور الرابع فيه 7. البابور الخامس فيه 4. البابور السادس فيه 18. البابور السابع فيه 8. البابور الثامن فيه 15. البابور التاسع فيه 10. البابور العاشر فيه 16. البابور 11 فيه 20. البابور 12 فيه 101 اللي هضرت لكم عليه البارح تاع الشالوت اللي خرج من تيبازا. البابور 13 فيه 8 خرجوا مع تموش نتا هذوما. البابور 14 فيه 9. البابور 15 فيه 13 خرجوا من مستغانم. البابور 16 فيه 10 8 رجال مرأة وقاسة خرجوا من الوهران. البابور 19 فيه 14 رجال و3 نساء. البابور 20 فيه 16. البابور 21 فيه 22. البابور 22 فيه 4. البابور 23 فيه 24. البابور 24 فيه 18. البابور 25 فيه 13. البابور 26 فيه 25. البابور 27 فيه 16 شخص بينهم النساء وأطفال خرجوا من مستغانم هذا. والبابور 28 فيه 25 شخص. المهم كلش 506 في 48 ساعة. المهم السلام عليكم. Voilà, vous l'avez entendu, donc presque, ça dépasse les 500 personnes en 48 heures. Donc des familles, des jeunes. Djamaldine Benchenouf. Oui, c'est pour ça que le chiffre qu'a donné Pedro m'a semblé un peu très à la baisse, de 2000, je ne sais pas en combien de temps il a dit. En fait, c'est très très important. La saignée est vraiment en train de tourner à l'hémorragie. Les spécialistes parlent d'une moyenne entre 150 à 200 par jour. Moyenne. Hein. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. D'abord, je vais commencer par vous donner quelques indications qui vont vous permettre de comprendre un peu l'équation. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul passage vers l'Italie. Un passage. Il n'y a que des passages vers l'Espagne. Et la question se pose. Pourquoi? La question se pose. Depuis que M. Tebboune a rencontré Meloni, on n'était pas avec eux, mais c'est depuis cette rencontre que l'Italie est devenue... Les voies qui mènent vers l'Italie sont très surveillées par les gardes-côtes algériens. Ça veut dire, en clair, quand les gardes-côtes ne veulent pas, quand il y a une volonté politique, les gardes-côtes sont très efficaces. Pas un bateau n'est passé. Un. Et tous les autres, le reste passe en Espagne. Rappelons d'abord, avant de continuer, que tous les haragas destination de l'Espagne, ce n'est pas leur destination finale. Tous visent la France. Et d'autres pays. Et surtout la France. La destination finale de la plupart des haragas, parce qu'il y a des réseaux, parce qu'il y a des familles, il y a des amis, il y a des possibilités de commencer les premiers jours, c'est très dur. Et donc, ils vont tous, généralement, Marseille, Lyon, Paris, les grandes villes françaises. Et d'autres villes. Maintenant, je vais apporter une autre information pour bien vous expliquer. Vous allez avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec les haragas. Hein? Vous allez avoir l'impression que ce que je vais dire maintenant n'a rien à voir avec les haragas. Qu'est-ce que ça a à voir? Le prix des sardines avec les haragas, allez-vous me dire? Eh bien, il y a une liaison une relation très, très intime. Il y a, avant les élections, avant la campagne électorale, les sardines étaient devenues intouchables pour les Algériens. Surtout les Algériens de la côte qui ont l'habitude de consommer ce produit. C'est culturel, en quelque sorte.
Le prix de la sardine est arrivé jusqu'à 2500 dinars le kilo. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Mais en moyenne, ça varie entre 1000, 1500 jusqu'à 2000. Ces derniers jours, comme par hasard, les Algérois, les Bonnois, les Oranais, les Mostaganémois ont été étonnés, et même l'intérieur du pays, ont été étonnés de voir que le prix de la sardine a chuté jusqu'au plus bas, jusqu'à 150 dinars, 200 dinars, 300 dinars. Tout le monde est en train de se gaver de sardines ces derniers jours. Pourquoi allez-vous me dire? Parce que les autorités politiques, pour donc les causes, bien entendu, d'une bonne campagne électorale pour pousser les gens à aller voter, ils ont procédé dans tout le marché à une diminution des prix. Beaucoup de produits ont diminué ces derniers temps à travers des mécanismes et d'autres sur l'économie informelle, dont tout le monde sait que c'est les barons du régime qui la tiennent. Hein? Et pour la sardine et les poissons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux gardes-côtes de surveiller les eaux territoriales 24 heures sur 24. Ça veut dire un bateau rentre des gardes-côtes, un autre sort à sa place. Pourquoi? Pour s'assurer que tous les bateaux de pêche algériens, les sardiniers, les chalutiers, tous les bateaux de pêche, qui ont l'habitude de générer... Pourquoi le poisson est cher en Algérie? Parce qu'ils vont pêcher, et qu'est-ce qu'ils font en haute mer? Ils rencontrent des pêcheurs italiens, des pêcheurs français. Ils leur fourguent la pêche, le produit de leur pêche, et ils se font payer en devises, en whisky, en alcool, en cigarettes. Et généralement, tout le monde sait qu'en Algérie, les patrons des chalutiers et des bateaux de pêche, la plupart du moins, au moins 60%, appartiennent à des barons du régime. C'est grave ce que vous êtes en train Bien de sûr. dire. Les 40% restants à peu près qui appartiennent aux chab, des chalutiers. Pour avoir, je ne parle pas des anciens, hein, les nouveaux, pour avoir les autorisations et les trucs, il faut cracher très très cher. Donc, mais 60% au moins de la flottille de pêche commerciale appartiennent à des barons du régime. Et ils vendent leurs produits aux Européens et les bateaux rentrent généralement vides. Donc, ou alors un petit peu. La sardine est devenue un enjeu électoral. Bien sûr. Alors, mais le problème, non seulement c'est devenu un enjeu électoral, ça permet donc de permettre à des gens que l'Algérie nouvelle, il y a de la sardine. Mais en plus de ça, la question se pose. Cette flottille des gardes-côtes algériens qui ont réussi pendant plus de 2 semaines à empêcher le poisson de se vendre aux bateaux de pêche européens, comment ils ne voient pas les haragas qui passent sous leur nez? Les embarcations de force. Comment ils ne voient pas les haragas? Et c'est surtout que ces derniers jours, c'est multiplié par au moins 2. Et comment l'expliquer donc ce timing? Parce qu'il y a aussi une vidéo que je voulais avoir votre analyse aussi, Jamaldine. Comment expliquer le timing de cette recrudescence donc du phénomène haraga? Alors, j'y arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va passer à l'autre aspect des choses. Tebboune, en plus de... D'abord, il faut savoir que les gardes-côtes sont directement complices avec les passeurs. Et les passeurs, c'est pas rien, c'est des milliardaires. C'est des gens qui ont des flottilles. Les Go-Fast, par exemple. C'est des bateaux qui coûtent cher. Et ils sont garés tout le long de la côte. Et je pense même, pour être... un harag, ça doit coûter très cher aussi, surtout dans un bateau qui est... Go-Fast qui vous dépasse... Absolument. Ça dépasse, je pense, les 100, 1 million 200. À peu près, c'est 120 millions de centimes algériens. 130 millions parfois. Ça descend, ça monte, ça descend. C'est fluctuant entre 80 et 130 à peu près. Mais ça, c'est les Go-Fast. Les botés, là où il y a vraiment beaucoup de risques, où les gens se noient, etc., ça coûte entre 35 millions de centimes jusqu'à 60, 70. Mais sinon, non, ça c'est très important. Je vous ai parlé de ces gardes-côtes qui laissent passer les haragas. Comme les brigades de gendarmerie, les trabandistes. Ils vont de la route. Vous savez comment ça se passe? Oui. Le commandant de groupement de gendarmerie, avec ses brigades, il a le tronçon de la wilaya qui part d'ici à ici. Il s'entend avec les trabandistes, il leur donne une tranche d'heure
où il n'y aura pas de barrage. Il leur dit, bon, demain, je vous vends 2 heures. Vous pouvez aller et venir sans problème avec vos marchandises. Ça se passe la même chose aux gardes-côtes. Chaque partie des gardes-côtes a une partie où il monnaie avec les grands passeurs. Et les grands passeurs, il y a aussi des barons du régime. Les grands passeurs, ceux qui sont en train de provoquer cette hémorragie à destination de l'Europe, qui sont en train d'arracher les enfants de cette terre et de les jeter sur les routes amères de l'exil. C'est des barons du régime pour la plupart ou leurs associés, ou ceux qui les relèvent. Alors, laissez-moi finir, Nasser, parce que c'est très important. Très important, mais aussi ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que le régime algérien utilise le phénomène de la harga comme un levier politique. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'il avait été bon? Quand il a vu la première ministre italienne, ils ont bien sympathisé, ils ont rigolé, et elle a dû lui demander, et il a obtempéré. Il n'y a plus de harraga à destination de l'Italie, à ma connaissance, à moins que ce soit vraiment marginal, résiduel. Par contre, pour ce qui est de l'Espagne, il est en train d'utiliser la méthode Kadhafi, quand il l'utilisait contre Silvio Berlusconi avant qu'il ne se devienne copain. Il les a menacés de l'envahir. Absolument. Les Africains qui venaient en Libye, c'est lui qui leur fournissait des bateaux. Très bien. Et gratis. Et quand il s'est entendu avec l'Italie, il les a presque écrasés. Ils les ont même vendus dans les souks de Tripoli et de Benghazi. Alors, non seulement il n'utilise pas les gardes-côtes pour empêcher cette hémorragie, au contraire, il utilise les gardes-côtes pour faire passer les harragas. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Ils utilisent les gardes-côtes pour empêcher les pêcheurs de vendre leurs produits de la pêche aux pays européens, juste pendant la campagne électorale. Mais le reste de l'année, ils laissent tout... Pourquoi? Parce que c'est leurs copains, c'est des barons du régime. S'ils les empêchent de faire de l'argent, ils vont se retourner contre eux. Vous voyez? Très bien. Et l'Espagne, parce qu'il y a un problème avec le Maroc, la France aussi. Donc ces gens vont aller en Espagne, puis en France. Et c'est un argument puissant pour convaincre les gens de là-bas, s'ils veulent être réélus pour leur prochain mandat, ils leur disent, ça c'est rien. Parce que si on lâche la vapeur, vous allez avoir des milliers par jour. Très bien, très bien. Pedro Canales, on va commencer avec la fin de Djemeldine. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre de ces derniers jours, c'est un phénomène très inquiétant, mais est-ce que c'est utilisé comme un levier politique contre l'Espagne? Qu'est-ce que vous en pensez, Pedro Canales? Oui, certainement, il y a les conditions, il y a pour que le régime algérien utilise tous les moyens qu'il y a pour faire pression sur l'Espagne. Et pression politique, pression économique hors hydrocarbures, et même si dans les thèmes du gaz et du pétrole, il y a eu des menaces voilées d'une possible coupure des fournitures de gaz à l'Espagne. Moi, je ne pense pas qu'il arrive à ça, mais il y a eu ces menaces. Mais pour le reste, aussi bien dans les affaires commerciales, les affaires économiques et des investissements, il y a constamment de pression, de menaces. Et les harragas, c'est une menace facile, puisqu'il y a aussi les intérêts des barons du régime, comme il nous montrait notre ami Benchenouf. Il y a aussi l'intérêt pour pouvoir l'utiliser et plier un peu la position de l'Espagne vis-à-vis en général du problème du Sahara, mais surtout vis-à-vis du Maroc. L'Algérie ne peut pas supporter que l'Espagne ait une situation d'amabilité ou de relations stratégiques avec le Maroc.
Mais, Pedro Canales, quand on parle des Haraga, donc ces milliers de jeunes qui quittent leur pays, certes que l'Espagne, c'est la première destination, et qu'il y a beaucoup de problèmes causés donc par ce phénomène, non seulement en Espagne, mais en Europe. Et quand on sait que l'Espagne, la France aussi sont dans l'Union européenne, comment vous voyez donc comment l'Union européenne approche ce problème de Haraga, surtout par rapport à l'Algérie? Est-ce que vous pensez que c'est l'instabilité politique? Est-ce que vous pensez aussi qu'il fallait peut-être aider ou le Hirak, les aspirations du peuple algérien, quand ils se sont soulevés en 2019? Est-ce qu'il ne fallait pas appuyer ce Hirak, Pedro Canales? Inch'Allah. Mais l'Europe, il ne va pas le faire. Au contraire, l'Europe appuie, supporte et manipule et protège le régime algérien. L'Union européenne protège le régime algérien. Et jusqu'à récemment, pratiquement tous les pays européens, y compris les plus proches, ceux qui ont le plus d'intérêt avec l'Algérie, comme l'Italie, la France, l'Espagne, ou un peu plus loin, le Portugal ou la Grèce, et ils faisaient de même. Mais est-ce que c'est pas en contradiction, Pedro Canales, quand vous avez commencé votre intervention, vous avez dit que la situation politique en Algérie est une situation instable. Est-ce que cette instabilité n'est pas un facteur d'inquiétude pour ces pays européens? Oui, c'est un facteur d'inquiétude. C'est pour cela je crois que l'Union européenne, l'Espagne, la France et l'Italie protègent le régime pour essayer d'atténuer cette instabilité. L'instabilité, c'est un problème interne à l'Algérie. Ce n'est pas un problème qui vient de l'extérieur. C'est interne. L'extérieur, l'Union européenne et je crois aussi en quelque sorte les États-Unis essayent d'appuyer le régime algérien pour que cette instabilité ne dégénère pas dans une situation d'explosion interne incontrôlable. Donc, quand on entend par exemple les autorités algériennes souvent donc, agiter cet épouvantail de la menace extérieure, comme quoi l'Algérie est menacée par des puissances, par des pays qui veulent déstabiliser l'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est un discours politique qu'on utilise donc pour faire peur à la population, un discours politique qui est instrumentalisé dans par exemple, souvent avant des élections? Pedro Canales. Et oui, je crois qu'il y a beaucoup de théâtre là-dedans. C'est vrai qu'il y a constamment ces menaces adressées en quelque sorte à la population, mais je ne pense pas que le régime est préoccupé par ce qui pense la population. Parce que quand le peuple algérien s'est mis debout et il a lancé ce mouvement merveilleux qui est Hirak, et le régime n'a pas hésité à réprimer jusqu'au bout. Et donc, ce n'est pas une préoccupation essentielle. Et c'est pour l'équilibre interne et pour ces menaces vont diriger aussi aux groupes internes, aux tendances, aux personnalités qui voudraient sortir un peu de la ligne officielle et pour dire ici on ne bouge pas. Ici, celui qui bouge, il finit mal. Ou bien le pied devant, ou bien incarcéré, en prison. Et vis-à-vis de l'Europe, c'est pas une menace importante. Je crois que l'Algérie, le régime ne menace pas l'Europe, parce que c'est son marché naturel pour vendre le gaz et le pétrole. Mais pour l'Espagne, très rapidement, Pedro Canales, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Juste une dernière question, très rapidement, s'il vous plaît. Pour l'Espagne, on est à à 2 jours de cette élection présidentielle. La continuité des mêmes politiques qu'on a vues
depuis l'avènement de Majid Tebboune en 2019. Qu'est-ce que cela veut dire pour les relations algéro-espagnoles? Que les choses restent telles quelles. Et ce qui préoccupe à l'Espagne, c'est que l'Algérie continue à être le fournisseur du gaz et des matières énergétiques. Et quant à la possibilité du capitalisme espagnol d'investir de façon importante en Algérie, je crois qu'il a perdu l'espoir. Et il ne pense plus aux gros investissements en Algérie, mis à part le secteur d'hydrocarbures. Merci beaucoup Pedro Canales. Je vous remercie beaucoup. Restez avec nous. Très rapidement, on va donner le mot de la fin à notre ami Jamaldine Benchenouf. Avant de lui donner le mot de la fin, on va écouter les déclarations de Majid Tebboune qu'a fait à Alger pendant un rassemblement. Il a parlé du phénomène de Haraga et comment donc le fixer ou le résoudre. On l'écoute. ولازم الناس تخمم. شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة، أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان وكذا، اللي حرق واللي ما حرقش وهذه 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 وهذه. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديدة تخلي الإنسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت أسبوع ولا أسبوعين في البلاصة الفلانية ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. ولازم الناس تخمم. لازم شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة، أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان وكذا، اللي حرق واللي ما حرقش وهذه 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 وهذه. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديدة تخلي. Voilà, donc c'était une ancienne interview de Majid Tebboune. Désolé, je pense qu'il y a une petite erreur par rapport à la vidéo. On va essayer de trouver donc la vidéo. C'était ses déclarations pendant le rassemblement qu'il a fait hier à Alger, dans la salle La Coupole. Jamaldine Benchenouf, je vais terminer cette émission avec vous très rapidement. Bien sûr, pendant ce discours, il a dit qu'on va envoyer des Algériens aux États-Unis, tout ça, ils vont apprendre donc la misère qu'il y a là-bas, comme ça. Ils vont revenir en Algérie avec l'expérience, voilà, l'expérience qu'ils vont avoir dans ces pays. On va les envoyer faire des stages de misère. Les amis, elle est prête la vidéo. On regarde très rapide. راكم تشوفوا الشباب تاعنا اليوم يعني راضيين كل الرضا على بلادهم، على وطنهم. اليوم اللي راهم في كوريا راه في كوريا، واللي راه في الصين راه في الصين، واللي ماشي للماريكان راه ماشي للماريكان. الشباب نتاعنا باش يجيبوا التجربه، شاو يجيبوا التجربه الاقتصاديه نتاع الشباب الصيني، والتجربه الاقتصاديه نتاع الشباب الكوري، والتجربه الاقتصاديه نتاع الشباب الامريكي. Donc ces déclarations, c'était à Janet, c'est pas à Alger. Jamaldine Benchenouf. Je ne vais même pas commenter ces âneries. L'essentiel, je voudrais dire que Pedro Canales a tout à fait raison de dire que ces gens que le régime nous montre comme étant la main de l'étranger, qui nous veulent du mal, Mustadfin, Maqsoudin, en fait, c'est des gens que ce régime arrange. La meilleure preuve, quand vous allez en Espagne, que vous allez en France, tous les barons du régime ont leurs biens là-bas. Ils ont planqué leurs femmes là-bas, leurs bobonnes, leurs fortunes, leurs gosses. Ils sont là-bas, c'est leur pays là-bas, c'est leur base arrière. Donc, et je rappelle, quitte à choquer certains, qu'un pays comme la France, je le dis et j'assume, je suis un invité d'El Maghribia, la France a été pendant des années la plaque tournante du blanchiment de l'argent détourné en Algérie par les barons du régime.
Parce que sinon, comment expliquez-vous que ces gens parviennent à devenir milliardaires en dollars, eux et leur clientèle, hein? Leur clientèle. Comment ils deviennent milliardaires en dollars? Ils possèdent des biens qui se chiffrent en centaines de millions de dollars, alors qu'ils n'avaient rien. D'où est sorti cet argent? Ils l'ont blanchi. Et vous savez que pour blanchir 1 million d'euros, vous devez dépenser au moins 2 millions d'euros pour blanchir ce million. Donc c'est dire que ces pays ne sont pas les ennemis du régime, bien au contraire. Ce sont ses protecteurs. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que eux pensent à l'intérêt de leur pays respectif. Madame, je vous dis, c'est ça la politique. Il n'y a pas d'amis en politique, il n'y a que des affaires. Absolument. Que des affaires. Merci beaucoup Jamaldine Benchenouf. Merci à vous. Atek Saha, journaliste, observateur politique. Merci à notre ami Pedro Canales, journaliste spécialiste du Maghreb. Il était avec nous depuis Santander en Espagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Juste pour vous rappeler qu'on est sur Facebook, donc en direct. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur Telegram. On est aussi en direct et sur YouTube. يعطيكم الصحة بقوا على خير.